La République de Platon, introduction par Robert Bacou le traducteur. 8. Poésie et philosophie, les récompenses éternelles de la justice. 1. Retour sur la condamnation de la poésie. La condamnation de la poésie prononcée au troisième livre va trouver ici sa nécessaire justification. Par des exemples nombreux, Socrate a déjà montré que les poètes ne sont le plus souvent que des maîtres d'erreur. Mais il importe de préciser que cela tient surtout à la nature de l'art qu'ils professent. Ils sont en effet de simples imitateurs. Or, en quoi au juste consiste l'imitation ? À reproduire l'image d'un objet matériel qui n'est lui-même que la copie d'une idée. L'artisan, en grec démiurgos, qui fabrique un meuble s'inspire de la forme de ce meuble dont Dieu est l'auteur, phuturgos. Mais l'artiste qui le peint se contente de copier l'œuvre de l'artisan. Son tableau a donc moins de consistance et de vérité que le meuble, et celui-ci que l'archétype dont il n'est qu'une très imparfaite reproduction. D'où l'on conclut que toute imitation est éloignée au troisième degré de la pure réalité. Homère lui-même, que l'on considère à bon droit comme le père des poètes tragiques, n'a jamais créé que de vains fantômes. Apte à mieux saisir le réel, il n'eût point perdu son temps à raconter de légendaires exploits, à émettre de vagues opinions sur le gouvernement des cités et l'éducation des hommes. Il aurait, comme Lycurgue et Solon, donné des lois à ses compatriotes, ou comme Pythagore, instruit de fidèles disciples. De toute façon, bien des gens se seraient attachés à sa personne pour recevoir ses leçons et ses conseils. Au lieu de cela, toute sa vie, il erra seul de ville en ville, récitant ses vers et mendiant son pain. Si l'imitateur ignore les qualités des objets qu'il imite, il ignore aussi leur usage. L'art de la fabrication est guidé par celui de l'utilisation. C'est pourquoi l'on peut dire que l'un est à l'autre ce que l'opinion droite, orthodoxa, est à la vraie science, épistémé. Mais l'art de l'imitation, qui ne tient compte que des seules apparences, relève de l'opinion vulgaire, inconstante et presque toujours erronée. Il ne faut donc point s'étonner que l'imitateur, dans les sujets qu'il traite, et il n'en est aucune qu'il n'ose traiter, recherche les détails les plus susceptibles de plaire à la foule ignorante. Son œuvre s'adresse aux facultés inférieures de l'homme. La peinture, par exemple, use de toutes sortes d'artifices pour flatter nos yeux et ne point choquer leurs habitudes. Mais ces organes, soumis aux illusions de la perspective, sont de très mauvais juges. Pour se préserver de leurs erreurs, il faut avoir recours au nombre, au poids et à la mesure, qui sont des inventions de la raison. Or, la peinture néglige ces surmoyens de contrôle, elle ne saurait donc satisfaire la raison. On n'aura pas de peine à démontrer qu'il en est de même pour la poésie, qui s'attache surtout à décrire les passions de l'âme. Épique ou tragique, elle a le triste effet d'apitoyer l'honnête homme sur les malheurs d'un héros qui ne garde nulle pudeur dans l'expression de son désespoir. Pourtant, frappé des mêmes infortunes, cet honnête homme éprouverait une invincible honte à se rassasier ainsi de pleurs et de gémissements. Comique, elle porte au rire excessif, à l'amour et à la pratique d'une avilissante bouffonnerie. Et nous ne parlerons pas des autres mauvais penchants qu'elle nourrit et arrose alors qu'il conviendrait de les dessécher. Comment donc admettre dans la cité un art qui engage les meilleurs dans une conduite si contraire à leur caractère et si préjudiciable à leur vertu ? Ne serait-ce pas y accueillir comme roi le plaisir et la douleur à la place de la loi et de la raison ? On lit en note, Bossuet a magnifiquement commenté ce passage de la République dans ses Maximes et réflexions sur la comédie, chapitres 14 à 19. Fin de note.
Certes, nous serons pleins de déférence à l'égard des admirateurs d'Homère, et nous leur accorderons que cet ancêtre des poètes tragiques est aussi le plus grand des poètes. Mais en fait de poésie, nous ne tolérerons dans notre État que les hymnes en l'honneur des dieux et les chants à la louange des grands hommes. Et que l'on ne nous accuse pas de dureté, si dans la vieille querelle qui oppose la muse frivole à la muse philosophique, nous prenons nettement parti pour la seconde. La muse frivole est une enchanteresse dont nous avons d'autant plus de mal à nous défendre qu'elle a charmé notre jeunesse. En retour des plaisirs qu'elle nous a dispensés, nous permettrons à ses avocats de plaider pour elle. Mais tant qu'on ne nous aura pas démontré qu'elle est l'amie de la vérité, nous la traiterons avec la même rigueur. Du grand combat de la vie, il importe avant tout de sortir vertueux. Ni vulgaire ambition, ni coupable tendresse ne doivent compromettre une telle victoire.